Vous changez l'organigramme corporatif, vous avez dit tantôt, c'est la suite de ce qui était fait. Dans la résolution, on parle d'un des deux postes qui était déjà prévu de disparaître, mais planification stratégique ne semblait pas être prévu. Est-ce que... Bien, en fait, la fonction planification stratégique est intégrée au rôle de la directrice de planif, marketing, communication. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait un examen des processus d'affaires, puis dans le cadre du diagnostic organisationnel, puis tous les processus qui étaient interreliés et qui avaient une interdépendance entre eux, on les a regroupés pour des fins d'une meilleure organisation du travail, une organisation du travail plus intégrée. On les a tous intégrés dans le rôle de Mme Lafrenière, qui est le poste de directeur, qui est responsable de la planification. Donc, non seulement la planification du réseau, mais la planification stratégique. Et c'est pour ça que les deux sont regroupés. Ça inclut le marketing, relations avec la clientèle, et les communications. Donc, c'est un tout. Et ce qui fait que ça réduit aussi considérablement le nombre de personnes c'était un des enjeux qu'on voulait solutionner. Ça réduit considérablement le nombre de personnes qui se rapportent directement au nombre de postes, qui se rapportent directement à la directrice générale. Donc, l'étendue de supervision est moins grand. Donc, moins de temps à passer à des fonctions administratives de supervision, d'évaluation du rendement, d'établissement des objectifs. C'est plus concentré maintenant. C'est distribué auprès de 3 divisions et du poste de secrétaire. Donc, il y a 4 personnes maintenant qui se rapportent directement à la directrice générale comparativement à 9 ou 10 auparavant. Mais c'était prévu dans l'organigramme que vous aviez montré que ce poste-là disparaît. Au moment du départ à la retraite de M. Darche, qu'on abandonnait le poste et qu'on le rapatrierait à ce moment-là. On l'a fait par départ naturel. Les personnes ont quitté, on en a profité pour faire cette réorganisation du travail. Je voulais juste être sûr, parce que dans votre résolution, vous parlez que le poste de directeur de l'approvisionnement, lui, c'était prévu, mais vous ne disiez pas que l'autre était prévu. Oui, l'autre aussi était prévu. C'était même inscrit dans le plan d'action du diagnostic organisationnel. Vous avez parlé au début de la consultation pour le transport en voie réservée vers l'ouest, comme ça qu'on peut l'appeler. Oui, l'étude d'opportunité de l'ouest. C'est ça. L'étude de faisabilité. Faisabilité de l'ouest. Donc là, on va présenter ça à 2 groupes. Excusez-moi. À 2 groupes focus avant de le présenter à la population en général. C'est qu'on a, en fait, c'est une étape de la consultation de la population en général. C'est pas exclu, là. Faut pas scinder ces 2 exercices-là. C'est des exercices qui sont complémentaires. En fait, ce que ça fait, c'est que c'est 2 groupes témoins, en fait, on peut appeler ça comme ça, où on leur présente le produit de notre consultation. Et là, ces gens-là nous aident à compléter nos stratégies de consultation de façon à ce qu'une fois qu'on va élargir la consultation à travers nos outils de technologie d'information et aussi à des rencontres de groupe, que c'est un modèle testé, un modèle éprouvé et qu'on a la bonne cible de consultation en termes de contenu et en termes de résultats de la consultation. Est-ce que le contenu ou les propositions qui vont être présentées à ces groupes focus-là vont être publics pour tout le monde à ce moment-là? Parce que là, sinon, il peut y avoir de l'information qui va être véhiculée pendant quelques mois sans que... En fait, non, parce que ce que c'est que c'est un processus évolutif, c'est itératif. On va recevoir des commentaires qui vont nous permettre d'améliorer notre produit de consultation. Donc, à cette étape-là, les gens vont avoir un devoir de respecter la confidentialité du processus, là. Mais je veux être clair que ce n'est pas deux exercices séparés. C'est le même exercice qui se complète à l'automne. Donc, nous, on annonce aujourd'hui qu'à compter de la semaine du 13 juin, notre processus de consultation est en marche. Donc, il ne pourrait pas arriver à la suite de ces 2 groupes focus où que les gens vous disent, vraiment, vous êtes selon nous dans le champ, puis que vous décidez de revoir ça avant de retourner voir la consultation. C'est plus sur le contenu et sur la méthodologie. Okay. Parfait. Ouais. Et à l'automne, on parle de quand exactement? Bien, on va commencer le plus rapidement possible après les vacances. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on cible la présentation de l'étude au ministère des Transports à la fin 2016, début de l'année 2017. Là. Donc l'itinéraire qu'on va suivre pour se rendre là, c'est pas aussi important que le produit en tant que tel, qui est la production
de l'étude qu'on prévoit déposer fin 2016, début 2017. Et dans nos plans, ce projet-là pourrait se réaliser quand? Maintenant, on est rendu quand? Ah, là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça va dépendre de la réceptibilité du ministère des Transports, ce qu'on va présenter. Souvent, c'est des allées et venues. Hein? C'est un processus j'insiste sur le fait que la présentation d'une analyse comme ça, c'est très itératif. Là. Nous autres, on le présente, il l'analyse, il nous donne du feedback, on fait des ajustements, puis là, on est dans l'échange d'informations. On peut pas, ça serait... c'est impossible de mettre une date ou une année là-dessus pour l'instant. Est-ce que la phase 2 du Rapibus et ce projet-là peuvent être ensemble en même temps au MTQ ou on pourrait avoir une guerre entre les deux pour avoir du financement? Non, ce pas deux projets qui sont en concurrence. C'est deux projets qui sont complémentaires parce qu'on parle ici de l'offre de services sur l'ensemble du territoire. Par contre, il faut comprendre qu'on n'est pas aux mêmes étapes non plus. Pour la prolongation du Rapibus, les plans et devis sont déjà faits à la hauteur de peut-être 70%. Et on est déjà inscrit au programme québécois d'infrastructure. Donc, les argents sont déjà inscrits là. On n'est pas rendu là encore avec l'étude d'opportunité. Mais les deux projets ne sont pas en concurrence, sont complémentaires. Ils ne sont peut-être pas en concurrence, mais l'enveloppe est quand même pas... énorme pour tous les projets. Donc, est-ce qu'on pourrait demander à STO de choisir entre les deux projets, lequel qui est... Non, c'est pas dans nos plans d'avoir à choisir. Simplement parce que un est inscrit au PQI et l'autre est en voie de l'être. Il faut comprendre qu'après une étude, après des résultats comme l'étude du mois de janvier, il va y avoir d'autres étapes d'études à faire. Donc, nos budgets, nos prévisions pour les prochaines étapes d'études, c'est quand même beaucoup de sous aussi. C'est déjà dans la machine, on a déjà mis des budgets au PQI pour ces prochaines étapes d'études-là aussi. Puis la méthodologie du ministère des Transports du Québec là, est quand même assez prescriptive. Là. Il y a le concept, après ça, il y a des études avant-projet, puis le dépôt final. C'est bien expliqué dans le rapport stratégique qu'on a déposé la semaine passée. Ça fait que c'est cette même méthodologie-là qu'on doit suivre. Avec des estimations. Avec les leçons qu'on a apprises du projet, la phase 1 du projet Rapibus. Et d'ailleurs, ces résolutions-là ou ces recommandations-là sont déjà grandement en place à la STO. Sur un sujet qui n'était pas conseil... Ah non, c'est pas le droit, c'est juste un conseil aujourd'hui. Vous connaissez les journalistes. Monsieur Penneau-Jobin, hier, quand il a parlé de la collusion, a souligné notamment qu'il y avait encore d'autres travail, notamment du travail pour voir qu'est-ce qui se faisait du côté de la STO, pour voir s'il y avait des choses de ce côté-là. Vous voyez ça comment? Là, En fait, il faut comprendre que nous, c'est un sous-élément, je vous dirais, de l'étude qui a été faite par la firme Stratégia, où en cours de processus, la Ville a décidé d'offrir un contrat à KPMG pour faire l'analyse plus pointue de leur soumission de leur contrat. Nous, on s'est collé à cette approche-là parce qu'on trouvait que c'était une approche intéressante et les analyses sont en cours. Donc, KPMG a déjà les données nécessaires pour faire les analyses au même titre qu'ils font avec la Ville. Et il y a des analyses croisées aussi qui vont se faire entre la STO et la Ville, puis éventuellement, on va recevoir des recommandations ou des conclusions de KPMG. Là. C'est cette analyse-là que vous parliez la semaine passée quand vous parliez de notre étude? Oui, parce que Stratégie a déjà fait l'analyse de la gestion de notre façon de traiter les appels d'offres, les soumissions et l'attribution des contrats. On nous a dit que c'était fait selon les règles de l'art. Il y a eu l'analyse de 9 soumissions, 9 contrats qui ont été faits de façon très, très pointue. Et il y a des conclusions qui nous ont été soumises, qui sont dans le rapport d'ailleurs, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est une étape supplémentaire d'analyse un petit peu plus pointue par des jurys comptables cette fois-ci. Et c'est la même méthodologie qui est utilisée par la Ville. Puis ici, l'échantillonnage de contrat est moins grand, mais c'est une analyse qui est collée à la méthodologie de la Ville. Mais est-ce que c'est juste le Rapibus? Parce qu'il y a d'autres dossiers avec la STO. C'était juste le Rapibus. Oui, parce qu'on n'a pas d'aussi gros contrats okay. dans l'ensemble de l'envergure des choses. Donc, on a quand même beaucoup de mandats qui ont été donnés dans le cadre de Rapibus. Et puis, on a quand même beaucoup d'informations sur tous ces appels d'offres-là. Et c'est ceux-là qui vont être croisés avec ceux de la Ville. C'est l'analyse des soumissions
pour les différents lots et tout ça, là, puis c'est strictement ça dans le pubus. Ça va? Ça va. Merci.